Alors, bonjour tout le monde. Comme je l'avais indiqué sur mon profil Facebook aujourd'hui, je vais faire une petite capsule, un petit direct sur la BD. Alors, je tiens d'abord à vous indiquer que je suis un peu enrhumé. Alors, il est fort probable que je parle un peu du nez puis que j'aie des propos peut-être moins cohérents, mais c'est normal. C'est dû au Tylenol grippe qui embrume mon esprit. Et je vais donc commencer. Alors, bienvenue à Découvrons l'univers BD complètement fou du Paperman avec Paperman. Alors, bonjour tout le monde. Ça me tentait de faire ça. C'est un petit clin d'œil à un vieux film UHF avec un scientifique fou. Alors, aujourd'hui, je salue Marc, salut Sébastien. Comme vous savez, vous pouvez en tout temps me poser des questions. Vous pouvez en tout temps m'interrompre pour me donner des suggestions, me parler, il n'y a aucun problème. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas dans mon bureau, je suis dans notre salle captique, notre salle d'informatique au Cégep de la Pocatière, où je travaille à la bibliothèque François Hertel. Alors, mon ami Stéphane m'avait demandé aujourd'hui de faire une petite chronique BD sur la nouvelle série des métabarons. Alors, bien entendu, j'ai eu d'autres suggestions. Mon ami Vincent qui m'avait demandé de faire ça sur Dungeon. Il n'est pas probable que je le fasse à un moment donné aussi. Alors, si vous avez d'autres suggestions de séries BD sur lesquelles vous voulez discuter avec moi, go! Alors, je ne peux pas commencer à parler de la nouvelle série du Métabaron sans discuter un peu de l'ancienne série du Métabaron. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que comme je ne suis pas dans mon bureau, je ne sais pas, là, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me confirmer si le son est bon ou si je parle dans le vide et que j'ai l'air d'un épais? Alors, y a-t-il quelqu'un qui peut me confirmer que tout va bien? Parce que sinon, je vais continuer. Le Métabaron, c'est un personnage culte qui a été créé en 1981 dans la série L'Incal par Alexandro Jodorowsky et, bien entendu, par le très grand dessinateur Moebius. À l'origine, c'est un personnage quand même important dans l'Incal. Oui, tout va très bien. Merci Sébastien. J'espère que si mes clients ne m'interrompront pas, ben là, moi j'espère que tes clients, Vincent, vont t'interrompre parce que si tes clients t'interrompent, tu vas faire plus d'argent et tu vas pouvoir faire ton projet de salle commune BD univers / tout plus rapidement. Alors go, 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 les clients, allez interrompre Vincent. Donc le Métabaron, ça a été créé par Jodorowsky et Moebius dans l'Incal, une série sublime qui a été écrit dans les années 80. À l'origine, on connaissait peu le Métabaron. C'est vraiment un personnage qui était là pour aider le personnage qui était John Defoe, le personnage principal de l'Incal. Il a été inséré comme étant le plus grand guerrier de l'univers, mais on ne le voyait pas en action. On ne le voyait pas en action dans cette série-là. On le voyait, mais on savait que c'était le plus grand guerrier de l'univers, mais on avait un bref aperçu de ses talents. Dans les années 90, il y a eu Jodorowsky qui a repris l'univers du Métabaron avec le dessinateur Juan Jiménez. Je me le prononce peut-être mal, mais c'est pas grave, je ne suis pas un spécialiste de langue. Alors, 8 tomes, 8 magnifiques tomes, où ce que là, on a vraiment pris le Métabaron et où ce que Jodorowsky a vraiment décidé d'aller au piton. Là. Il a vraiment développé son personnage, son passé, ses ancêtres, comment ça fonctionne, tout son univers, ses armes, son équipement, tout ce que c'est parti. Alors, on a vraiment eu la totale. Et la totale, ça s'est soldé en 8 tomes, ou bien ce magnifique intégral, La Casse des Métabarons, un intégral de, je ne sais pas combien de pages, honnêtement, là, c'est épouvantable. Là. C'est à peu près 600 pages. Alors, cet intégral-là, qui vaut à peu près une centaine de dollars, moi, je vous la conseille, au lieu d'acheter les 8. Vous avez tout à l'intérieur. Plus, vous avez également l'histoire du début où ce que le Métabaron, le premier Métabaron a trouvé son fameux tatouage d'aigle sur le corps. Alors ça, c'est un bijou disponible à la bibliothèque si vous voulez lire l'emprunter. Alors bref, on a développé l'univers du Métabaron par Jodorowsky. Et à la fin des années 90, je vous dirais que le dernier Métabaron est apparu en 2003. On a eu comme une grande période où cet univers-là a été exploité avec des séries un peu connexes, exemple Megalex. Je pense aussi à l'autre que je me souviens pas c'est lequel.
attendez-moi un instant, les Technopères. Alors, c'était dans le même univers complètement déjanté de Jodorowsky, mais on n'a pas touché au Métabaron. Et en 2015, il y a eu un projet qui a été fait par les Humanoïdes Associés. Les Humanoïdes Associés, c'est la maison d'édition qui ont tout ça, qui ont parti le Métabaron avec l'incal et tout ça. Alors bref, c'est une maison d'édition qui se spécialise dans la science-fiction et dans on va dire le weird un peu, genre, le space. Alors on a eu beaucoup de grands dessinateurs et de grands scénaristes qui sont partis de là. Alors ça a toujours été une maison d'édition qui a donné un peu comme carte blanche à leurs BDistes pour faire ce qu'ils voulaient. Alors ça a donné des excellentes séries, ça a donné des trucs un peu moins bons, mais ça c'est normal, ça fait partie de la game. Alors en 2015, ils ont décidé de reprendre le Métabaron et de refaire un genre de reboot. Alors ça se passe dans le même univers. Par contre, il y a certaines continuités qui ne se font pas entre l'univers de Jodorowsky, de la case des Métabarons et la nouvelle série des Métabarons. Et salut Pepperman, salut Eric. Je vois ici également que Luc est là, je ne l'avais pas vu. Salut Luc et Pierre Girard qui nous écoute dans l'autobus, c'est bien. J'espère que je n'ai pas l'air trop fou, que je ne ferai pas fuir les gens dans l'autobus. Alors c'est ça, ils ont décidé de reprendre ces merveilleux personnages-là et de refaire une nouvelle série. Alors on parle de cycles. Des 3 cycles de 2 tomes. Les 2 premiers tomes avec un dessinateur, les 2 autres tomes avec un autre dessinateur et le troisième cycle avec un autre dessinateur, ce qui nous fait 3 dessinateurs différents pour la série et toujours le même scénariste qui est Jerry Friesen. Alors les 2 premiers tomes ont été dessinés par Valentin Secher, un dessinateur quand même assez jeune et très très prometteur. Et les 2 autres tomes seront dessinés par Nico Hendrickson, je ne sais pas, là, je le prononce bien. Là. Je ne suis pas très très bon en français là, dans les noms et tout ça. Alors, de toute façon, c'est 2 dessinateurs extraordinaires qui ont fait un travail remarquable. Et ça, je veux dire, ça détonne par rapport au dessin de Jimmy Nice. Jimmy Nice, qui est un dessinateur plus réaliste. Il utilisait beaucoup la couleur, beaucoup le jeu d'ombre et de la lumière. C'est un dessinateur qui était plus intimiste, plus sombre un peu, tandis qu'on tombe surtout avec Valentin et avec Nico, dans des dessins plus informatiques, plus éclatés. Et là, c'est pas un défaut, non, au contraire. Est-ce que je peux montrer l'intérieur? Oui, je vais vous montrer l'intérieur. C'est pas un défaut, au contraire, c'est une qualité parce que c'est la nouvelle technologie nous le permet. Alors, on voit vraiment là, le côté éclaté, le côté couleur qui est extraordinairement bien fait. Côté dessin, j'ai rien à redire. Je veux dire, ces deux dessinateurs-là sont vraiment au summum de leur art. Mais je pense même pas qu'ils sont au summum. Je pense qu'ils commencent. On va avoir encore, on va les voir encore évoluer plus rapidement. C'est tellement bien dessiné. C'est sûr que c'est un style qui est propre à eux. Hein. C'est un style qui est très stylisé, très ordinateur. C'est un style qui ressemble beaucoup au style de Denis Bajram, qui est un des précurseurs dans ce style-là. Alors, c'est vraiment sublime. Côté scénario, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas trop commencer à le lire dans cette optique-là, dans l'optique de dire « Ouais, mais ça, un peu, là, ils sont allés visiter telle planète, mais cette planète-là a été détruite. Vous allez gâcher votre fun. La sublime expérience de lecture que vous avez eue avec la case des Métabarons, vous la gardez, vous la mettez à l'intérieur de vous, vous la mettez à l'intérieur de votre cerveau. C'est comme un comfort food. Quand vous voulez vous rappeler des beaux moments, vous vous en rappelez. Gâchez pas la lecture de la nouvelle série par rapport à cette petite problématique-là, parce que ça vaut pas la peine. Prenez-le vraiment comme un reboot du Métabaron qui se passe dans le même univers. Arrêtez la comparaison de là, et là, concentrez-vous sur la lecture. Et vous allez être absolument emballé de cette lecture-là. L'univers du Métabaron, c'est un univers qui est archi-violent, qui est un univers qui est on va dire, il est méta-violent, c'est méta-sexiste, c'est méta-tout. Alors, c'est vraiment pas un univers où on aimerait aller vivre à l'intérieur. C'est contrôlé par une compagnie qui est complètement dictatoriale, qui décide de tout, qui détruit tout son passage pour arriver à ses fins. Il y a des personnages qui sont absolument dégueulasses, ils sont violents, ils utilisent la torture, ils coupent des membres, la décapitation. Alors toute cette violence-là est poussée à l'extrême
pour en faire ressortir un peu la stupidité de cette violence-là. C'était ça, à la base, l'œuvre de Jodorowsky. C'était de mettre ça tellement gros qu'à un moment donné, on se dit, mais ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça qu'il voulait nous démontrer par son univers, par sa première série qui était La Case des Métabarons. Et une fois qu'on a compris ce degré-là, on tombe vraiment dans une lecture où on laisse un peu passer le côté violent puis le côté horreur pour se concentrer sur le message. Le message du Métabaron, ben, c'est avant tout un message qui est très spirituel. C'est un Métabaron, c'est quelqu'un qui a un code d'honneur qui est très évolué, c'est quelqu'un qui premièrement, c'est toujours des belles histoires d'amour avec ses conjoints, avec ses femmes. C'est quelqu'un qui veut à tout prix avoir la paix dans la galaxie, mais il ne le sait pas encore. C'est quelqu'un qui est pris avec beaucoup de remords, avec beaucoup de questionnements. C'est quelqu'un qui a personne qui est à son égal dans l'univers. Alors ici, dans le Métabaron, on ne détruit pas des villes, on ne détruit pas des personnes, on détruit des univers, on détruit des planètes. On ne tire pas des bombes nucléaires, on tire des bombes qui vont briser l'espace-temps pour créer des failles avec des mondes temporels ou des mondes dimensionnels à l'extérieur. Alors, on est dans le méta, là. On est vraiment dans le top du top, là. Le Métabaron, c'est le personnage le plus puissant qui a jamais été créé dans aucune BD confondue. Que tu prennes Marvel, DC, Image Comics, nomme-les toutes, là. Nomme-les n'importe quel personnage dans une BD, il n'y a pas personne qui est aussi fort que le Métabaron. Le Métabaron, il n'y a aucun égal dans aucun univers de BD. C'est vraiment le personnage le plus badass et le plus puissant de l'univers. Et ça vient avec des problèmes, cette puissance-là. D'abord, la solitude, parce qu'il est tout seul. Je vous dirais qu'il est pratiquement à 90% qui est androïde. Il reste 10% de son corps qui est humain à l'intérieur de ça. Pourquoi? Parce que c'est la caste qui veut que l'ultime guerrier ne soit battu que par un autre guerrier qui est ultime. Inclusièrement, c'est censé être son fils. Mais avec le Métabaron actuel, comme il ne peut pas avoir d'enfant, la casse va s'arrêter là. Même Thanos avec le camp, Vincent Zimmerman, même Thanos avec le gant. Je veux dire, le Métabaron a accès à des univers, à un univers qui est propre à lui, qui lui donne sa fameuse puissance. Donc, on parle vraiment de pouvoir ultra cosmique. Mais ça fera un maudit beau combat. Honnêtement, là, j'ai jamais pensé à ça, là, mais Thanos avec le gant contre le Métabaron. Honnêtement, Vincent, je peux pas te dire qui gagnerait, mais je peux te dire qu'il resterait rien dans l'univers. Ça, c'est sûr que nous, on est wappés, là. On n'existe plus, là. Parce que le Métabaron, lui, il a tué 3-4 personnes là, pour arriver à ses fins, il s'en sac, là. Fait qu'il pourrait scraper l'univers en entier pour détruire Thanos, ce qu'il ferait et ce qu'il est capable de faire également. Alors, Thanos serait capable de faire aussi, alors ça serait vraiment un combat titaniste. On pourrait demander à quelqu'un qui nous fasse ça à un moment donné, un crossover entre Thanos versus le Métabaron, tu sais, en genre de fan BD, là. On demandait à Sébastien qui nous dessine ça. Sébastien qui fait des super beaux dessins, il pourrait nous faire ça. Je viens de le lancer sur une idée. Donc bref, on est reparti avec une nouvelle série. Alors, ça suit la fin du Métabaron, où le Métabaron a décidé de tout détruire. Et donc, bref, l'univers n'existe plus. Sauf que sur les ruines de l'univers, la secte des techno-technos vont reconstruire une humanité. Et bien entendu, la secte des techno-technos sont là pour leur propre nombril et ils ne sont pas très gentils. Et le Métabaron, lui, est encore dans cet univers-là. Et à un moment donné, il va retourner sur sa planète d'origine. Alors, il faut savoir que sur sa planète d'origine, il y a une substance qui s'appelle l'épiphyte qui permet d'annuler la gravitation. C'est un épiphyte qui nous permet de pouvoir lever des vaisseaux qui pèsent des milliards de tonnes, puis c'est comme si ça pesait une plume. Alors, c'est ce qui a permis à l'Empire vraiment de faire une constante évolution dans sa capacité d'aller peupler l'univers. Alors, c'est un objet, c'est un liquide qui est extrêmement puissant et qui existe seulement sur la planète du Métabaron, qui est la planète Marmola. Alors, le Métabaron, lui, normalement, c'est là qu'il y a un problème de continuité, c'est que normalement, il est branché directement
sur l'univers qui produit ce produit-là. Alors, il n'y en a pas besoin. Mais dans la nouvelle série, pour la nouvelle histoire, le métabunker, qui est comme un peu son bunker volant, a besoin de cette substance-là pour pour bouger dans l'espace. Alors, il doit retourner sur la planète pour aller en chercher. Et la secte des techno ne sont pas super heureux de tout ça parce qu'ils savent très bien que s'ils arrivent là, c'est parce qu'ils vont avoir des problèmes. Là. Ils ne pourront pas l'arrêter. Et ils vont engager le fameux techno-amiral qui est le Wilmette 100 qu'on voit ici pour essayer d'arrêter le métabaron. Alors, Wilmette 100, c'est un genre de gros méca androïde avec des bras géants qui se shoot à l'épiphyte à tour de bras. Alors, c'est un drogué, c'est un violent. Il n'a jamais perdu un combat. Écoute, il ampute tout le monde, il détruit tout le monde. C'est vraiment le badass ultime. Et il va être secondé par un de ses lieutenants pour essayer de trouver un moyen d'arrêter le métabaron. Ce qui ne sera pas chose facile. Alors, je ne veux pas non plus trop en dire pour ne pas spoiler les histoires. Bref, le tome 1, c'est vraiment un tome où on va vraiment mettre en place la nouvelle histoire. Le protagoniste qui est Wilmette, on sait que le métabaron est là, son bras droit est là, on va essayer de trouver une façon d'anéantir le métabaron. Et dans le tome 2, son bras droit va trouver une façon de créer un clone du métabaron qui va s'appeler Conrad, l'anti-métabaron. Alors, comment il fait ça, Conrad, le bras droit de Wilmette? C'est qu'à l'origine, le métabaron a eu une petite coupure sur l'arcade sourcilière droite qui lui a été faite par son arrière-grand-père qui était tête d'acier. C'est le seul métabaron qui a été blessé et qui est encore métabaron. Et dans l'origine, la case de métabaron, tête d'acier a été détruite pour sauvegarder l'univers. Et c'est le seul. Le bras droit de Wilmette va retrouver l'arme de la tête d'acier qui lui a servi à blesser le métabaron. Alors, avec la partie de l'ADN qu'il va avoir sur l'épée, il va réussir à créer un clone du métabaron qui va être entraîné très rapidement pour devenir un anti-baron qui a été créé pour aller détruire le métabaron. Alors, je vous donne pas la fin de l'histoire, mais s'il y a un Dôme 3, je pense que vous êtes assez brillant pour comprendre que c'est un plan qui était très foireux. Alors oui, ce plan-là a foiré malheureusement. Malheureusement. Heureusement pour nous, parce que nous, on prend pour le métabaron, mais malheureusement pour les technos qui n'ont pas réussi. Alors ça, c'était le premier cycle qui était dessiné par Valentin Séchère, toujours avec Jerry Friesen. Et là, on tombe sur le deuxième cycle. Le tome 3 est sorti. Le tome 4 est sorti également en Europe, mais on va le recevoir seulement en mars, nous. Alors, mes amis français qui l'ont lu, je suis très, très content pour vous. J'aimerais beaucoup ça le lire, malheureusement. On a seulement que le tome 3, qui est juste ici, encore une fois. Et là, on change de dessinateur, mais on voit qu'on est dans le même style. Dans le même style. Alors, ça, c'est Nico. Orne 8, le techno-cardinal. Le techno-cardinal, c'est un être qui travaille pour le technopape, qui, lui, va être engagé pour trouver une solution, parce que la planète Marmola est en train de se faire vider complètement de son épiphyte. Il n'y en aura plus bientôt. Et c'est un produit, malheureusement, qui ne peut pas être produit. Alors, la secte techno va avoir un méchant problème parce que tout leur système de vol est basé sur l'antigravité faite par l'épiphyte. Alors, on doit trouver une solution. Alors, on engage donc le Orne 8 qui va essayer de trouver une solution à la pénurie du précieux liquide et également essayer de trouver une façon de liquider le métabaron qui est encore là, qui tourne autour encore. Alors, on cherche toujours à essayer de se débarrasser de lui. Là, on tombe vraiment dans une histoire qui est différente du premier cycle. Une histoire qui est un petit peu plus psychologique, un petit peu plus développée. On voit vraiment un côté du métabaron qu'on n'a pas vu. Là, on voit vraiment le petit côté, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la solitude vraiment qui va le prendre. Il va comprendre des choses par rapport à son passé, il va comprendre également des choses par rapport à son futur. Il va essayer de changer un peu pour essayer de redécouvrir qu'est-ce qu'un être humain. Parce que le métabaron n'est plus un être humain, il ne ressent plus rien, il ne ressent plus la douleur, il ne ressent plus l'amour,
ne ressent plus rien. Il n'y a aucun désir physique pour personne. Il ne goûte plus les aliments. C'est une machine à tuer. Encore une machine à tuer. Même si c'est un humain, c'est une machine à tuer. Et dans le tome 3, il va essayer de retrouver cette partie d'humanité-là qui lui a été volée par ses ancêtres pour découvrir qu'est-ce que c'est d'être un être humain. Alors, il va redécouvrir l'amour, il va redécouvrir le sexe, ainsi de suite, mais ça va le mettre dans un état de vulnérabilité. Et c'est cet état de vulnérabilité-là que les technos vont essayer d'exploiter pour essayer de le détruire. Et à la fin du tome 3, on voit vraiment un Métabaron qui est affaibli, qui est dans une position dramatique. Et je vous dirais même qu'il est dans une position où on se pose sérieusement la question, est-ce qu'il va survivre à la fin du tome 3? Est-ce qu'il va être de retour dans le tome 4? On ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas. Les Européens, nos amis français le savent parce que le tome 4 est arrivé. Eux, ils l'ont lu. Moi, je pense qu'il va survivre, c'est sûr, parce qu'il y a 6 volumes qui ont été nommés, mais il va avoir certainement des conséquences graves à ce qu'il va avoir vécu à la fin du tome 3. C'est un tome qui, comme je vous disais, qui est différent. Il y a un petit peu moins d'action, un petit peu moins de combat. Beaucoup plus Friesen a vraiment, Friesen, je ne sais pas si c'est un français, a vraiment développé un côté plus humain au personnage. Et c'est bien. Ça donne vraiment comme un petit tampon entre les histoires pour bien comprendre la philosophie des personnages que Jodorowsky avait fait avec la Case des Métabarons. Là, on le vit à l'intérieur de ce tome 3-là et probablement dans le tome 4 également, qui va nous amener à l'apothéose des deux tomes 5 et 6 qui va sortir normalement en 2017 et 2018. La différence marquée entre les deux séries, je vous dirais que c'est le petit côté spiritualité. Jodorowsky, c'est quelqu'un de très spirituel. C'est quelqu'un qui a fait partie de sectes. C'est quelqu'un qui fait du tarot, qui tire aux cartes. C'est quelqu'un de space. C'est un artiste complet qui utilise vraiment tout ce qu'il peut pour faire des films. C'est vraiment quelqu'un qui a utilisé beaucoup cette spiritualité-là pour créer ses histoires et ça se ressent à l'intérieur de la Case des Métabarons. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas à l'intérieur de la nouvelle série des Métabarons. On l'a un tout petit peu, mais c'est pas aussi développé que la Case des Métabarons. C'est peut-être une bonne chose parce que Jodorowsky, c'est pas un auteur qui est à la portée de tout le monde, parce que quelquefois, il faut vraiment... Il y a des histoires de Jodorowsky qu'il faut vraiment être accro. Je dois quitter pour le travail. Salut Pierre, merci de m'avoir écouté. Alors, à la prochaine fois, Pierre. Alors, il faut vraiment être accro pour lire toute l'œuvre de Jodorowsky, et c'est pareil dans ses autres sphères de la culture. Alors, les films de Jodorowsky, il faut vraiment, vraiment être accro pour écouter ça, parce que c'est pas facile. Alors, Sébastien me dit La Montagne Sacrée. Ouais, La Montagne Sacrée, c'est un bon exemple. Ouais, le topo. Alors, il faut vraiment quelquefois être méga fan pour essayer d'apprécier l'œuvre de Jodorowsky. Il ne faut pas non plus essayer de la comprendre. C'est un artiste. Alors, des fois, il va faire des choses où on va essayer de trouver une compréhension à ce qu'il fait, mais ce n'est pas le but visé. Jodorowsky, il n'est pas là pour être compris, il est là pour créer. Il est vraiment là pour nous donner ce que lui a en dedans de lui, puis de nous la partager, et on la vit vraiment, cette œuvre-là. Alors, c'est pour ça que je dis que je trouve que la nouvelle série des Métabarons est plus accessible au grand public que la Case des Métabarons peut l'être. Premièrement, c'est plus actuel au niveau du dessin. Pas que Jim Nye, c'est pas un bon dessinateur, là. Au-delà, c'est probablement un des plus géniaux dessinateurs qu'il n'y a pas sur la planète. Mais ici, on a un dessin qui est plus actuel, qui est plus dynamique, qui est plus au niveau de la technologie qu'on a aujourd'hui. Alors, on voit vraiment un dessin qui a évolué, et je trouve ça bien. Moi, je suis vraiment un être... On apprend dans le passé ce qui s'est passé avec Solun. Non, on n'apprend pas ce qui s'est passé avec Solun, c'est ce que je te dis. L'enfant d'Amina et John qui est remis entre ses mains. Pour expliquer ce qui est dans Solun, alors Solun, c'était, à un moment donné, dans l'Incal, à la fin de l'Incal, dans le Métabunker qui est censé être inviolable, il y a une dame qui arrive, qui est Anima, qui brise le Métabunker et lui donne un enfant qui s'appelle Solun. Et Anima, il dit, ça va être ton enfant. Et le Métabaron lui dit, non, ça ne peut pas être mon enfant. Elle lui dit, pourquoi? Parce qu'elle dit, dans notre caste, normalement, les enfants sont censés tuer ses parents pour prendre la place du Métabaron, et il ne sera jamais capable de me vaincre, parce que je suis l'ultime guerrier.
Et Amira lui dit, il t'a déjà vaincu, mais tu ne le sais pas. Alors elle lui donne un couteau et lui dit, plante-y ce couteau dans le cœur. Et le métabaron, lui, de son froideur exemplaire, prend le couteau, pose pas de questions, puis paf! Poignarde le bébé. Et le bébé ne meurt pas parce que c'est un être de lumière et un être d'énergie. Et Anima lui dit, ben, tu vois, tu l'as perdu et tu dois le prendre comme ton enfant. Et elle lui donne Solune. Et ça a fait d'ailleurs une case de BD absolument géniale où ce qu'on voit le métabaron descendre avec sa métonef dans la cité puits pour aller chercher du lait à son bébé. Alors tout le monde regarde le métabaron, le plus grand guerrier de l'univers. Merci Vincent de me rappeler ce merveilleux moment de lecture de Lincal. Mais non, il n'en parle pas du tout. C'est vraiment... c'est comme je te dis, il n'y a pas de continuité par rapport à ça. De toute façon, à la fin de la case des métabarons, Jodorowsky avait dit à un moment donné que c'était, même Lincal, que c'était un genre de rêve, que ça s'était jamais passé. Peut-être que les nouveaux producteurs, les nouveaux éditeurs ont décidé de jouer là-dessus, parce que Lincal, effectivement, on s'est déjà fait dire que c'était jamais arrivé. Alors, moi, de toute façon, la BD, je vous l'ai déjà dit, c'est une lecture qui est personnelle. Alors, quand votre lecture, vous la faites, vous la prenez comme vous voulez. Alors, c'est pour vous, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est pour vous, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. L'important, c'est que vous ayez eu du fun. Tu connais tes classiques? Oui, je connais mes classiques. Lincal, c'est un grand classique. Je dirais que les gens qui trippent sur la BD de science-fiction, qui n'ont pas lu Lincal, il leur manque quelque chose. Mais qu'est-ce que la bière va être bonne? Ah, ça, c'est pour ce soir? Oui, parce que c'est vrai, ce soir, on va avoir une petite bière. Alors, merci. Salut, Sylvain. Lincal, vous n'avez pas le choix de lire ça si vous êtes amateur de BD de science-fiction. Comme La Case des Métabarons, c'est un classique. Lincal, c'est un classique. On est habitué, c'est pareil chez Lucas et Disney. Ouais, pour la continuité dans les histoires. Ouais, ben peut-être qu'ils ont considéré que Lincal, La Case des Métabarons, c'était maintenant légende. Puis le nouveau Métabaron, c'est canon. Il y a quand même des références à l'ancienne histoire qui se tient entre la nouvelle série et l'ancienne série. C'est le même univers, il y a quand même les mêmes personnages qui reviennent. Les technos sont là. Dans la case de Métabaron, les technos sont détruits, mais ils sont revenus. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas s'attarder à ça, sinon on va complètement manquer notre lecture. Notre joie de lecture, pour la faire, il faut oublier la casse, il faut se dire que c'est un gros volume qui est à part. On le lit, on tripe, on a du fun. Une jouissance intellectuelle et visuelle extraordinaire à lire ça. Et là, on dit parfait, ils nous ont donné du beau stock. Maintenant, on s'en va sur la nouvelle génération qui reprend le personnage culte. Et c'était un gros défi là, de reprendre ce personnage-là qui a été créé par Moebius et Jodorowsky, qui sont deux avatars de la BD en Europe, là, et de dire, ben, on y va avec des jeunes auteurs, avec des jeunes dessinateurs, puis on repart tout ça, et on peut se péter la gueule, là. On peut arriver, puis on peut faire quelque chose, puis il y avait des amateurs en arrière qui les attendaient avec une brique finale pour leur dire, attends un peu, qu'est-ce que vous avez fait au Métabaron? Eh bien non, c'est pas arrivé. Ils ont réussi. Ils ont très bien fait ça. Ils ont bien fait leur devoir. Ils nous ont fait une merveilleuse série. Alors, ben moi, c'est une série que j'ai adorée. Il y a sûrement des gens qui ne l'ont pas aimée. Il y a tout le temps des gens qui ont un avis différent du nôtre. Et c'est tant mieux. S'ils ne l'ont pas aimé, tant mieux. Par contre, j'aimerais ça savoir pourquoi. Donc, s'il y a des gens qui l'ont lu et qui n'ont pas aimé ça, dites-moi là. Ça va nous faire une belle conversation entre vous et moi, parce que moi, j'ai adoré ça. C'est sûr que le dessin, pour moi, c'est un dessin qui me touche beaucoup, parce que c'est un dessin qui ressemble beaucoup à Dinesh Maduram, qui est probablement un de mes BDistes favoris. Tous des chialeux, ouais, mais c'est des chialeux qui ont le droit de chialer, Stéphane. Je veux dire, écoute, le dernier, Blake et Mortimer, le testament de S a été descendu en flammes par la franco-belge, par le groupe franco-belge, exemple, ben, par d'autres personnes. Puis certaines autres personnes ont adoré ça et ont dit que c'était vraiment un très bon Blake et Mortimer. Alors je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, alors c'est tout le temps une expérience personnelle. Sauf que c'est vrai que quand on touche à des classiques, quand on touche à des personnages qui ont déjà existé, la fameuse questionnement de savoir est-ce qu'on fait des reprises, hein?
un personnage qui est décédé ou un auteur qui est décédé, un dessinateur qui est décédé, son personnage est là, est-ce qu'il meurt avec son auteur, est-ce qu'il meurt avec ses créateurs, ou est-ce qu'on peut le reprendre puis le continuer. Alors, on a vu ça avec les Schtroumpfs, avec Astérix, avec ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui ont repris des personnages qui ne sont plus dessinés par les auteurs originaux. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Moi, pour ma part, je crois qu'il y a des personnages qui ont été créés pour continuer. Puis, il y a des personnages qui ont été créés pour arrêter, et Tintin en est un. Tintin, c'est un personnage, je crois, qui a été créé par Peyo. Salut Marc, bon fan de service. Salut Sébastien, Sébastien qui fêtait sa fête hier. Alors, Sébastien, bonne fête en vrai, en direct. Je te l'ai souhaité sur Facebook, mais là, je te le souhaite dans mon live. Alors, Sébastien qui a eu 19 ans. Alors, tout jeune garçon, fraîchement sorti de l'école de la vie. Alors, et un très très bon geek fan service. Alors, salut Sébastien, je te salue. Alors, Tintin, oui, c'est vraiment, je crois, un personnage qui ne devait pas être repris, un personnage qui était fait pour être avec Hergé, et que je trouve que ça a bien fait qu'ils l'ont pas repris. Par contre, je trouve que le Métabaron, c'est un personnage qui, oui, a été créé par Moebius et Jodorowsky, mais c'est un personnage qui a été créé pour être repris. Je pense que c'est un personnage dans la... Je peux me tromper, là, mais quand ils l'ont créé, je crois qu'ils ont pensé à l'optique d'une reprise, comme Spirou Fantasio, selon moi, qui pouvait être très bien repris. Par contre, Gaston, je vois mal une reprise de Gaston Lagaffe. Je trouve que ce personnage-là devrait normalement arrêter. Je pense qu'il n'y en a pas eu de reprise de toute façon de Gaston. Là. Mais il y a des personnages qui sont créés pour continuer, puis il y en a d'autres, je crois, qui sont vraiment attachés trop solidement à leur créateur pour qu'on puisse continuer. Blake et Mortimer, selon moi, sont des personnages qui pouvaient très bien être repris. Puis Van Damme et Benoît l'ont fait. Il y en a plein qui l'ont fait. Dont Lincal en premier et Métabaron ensuite. Lincal en premier. Ensuite de ça, si tu as eu le courage de tout lire ce qui a été fait à côté de Lincal, avant Lincal, final Lincal, tu y vas avec ça. Donc Lincal en premier, avant Lincal après, final Lincal après, la case des Métabarons, les Métabarons. Et là, tu continues avec les Technopères et tu finis avec Megalex. Et là, tu vas avoir vraiment tout l'univers qui a été créé par Jodorowsky et par Moebius. Et tu vas avoir un sérieux mal de tête parce qu'il y a du stock en tabarouette. Et c'est pas facile à comprendre tout cet univers-là. Et il faut aimer la science-fiction pure. Parce que ça, c'est réellement de la science-fiction vraiment là, complexe, complètement éclatée. Là, et ne cherchez pas à essayer de comprendre les lois de la physique là-dedans. Là. Hein, alors, les scientifiques qui m'écoutent et qui se disent « Oh, mais ça se peut pas, là. » Vous allez trouver ça long. Vous allez trouver ça plate. Vous allez vous arrêter à chaque page pour dire « Ouais, mais ça se peut pas. » Ouais, mais ça... Non, c'est clair et net que ça se peut pas. C'est pas ce genre de BD-là, vous allez trouver ça plat. Si vous êtes du genre scientifique qui aimez les trucs un peu plus réalistes, allez lire Universal War. Universal War 1, Universal War 2. Là, vous allez avoir vraiment un BDiste qui fait de la science-fiction, mais qui prend le temps de faire ses recherches pour vraiment être en parallèle avec la science. Tandis que Jodorowsky et Moebius, eux, c'est complètement... on se fout de la physique, on se fout de la chimie, on se fout de tout. On crée un univers complètement éclaté, un genre de bol d'idées, puis on pitch tout là-dedans, pack, des idées, tac, des personnages, des trucs métaphysiques, paf, on met tout ça là-dedans. C'était à une époque où on pouvait... Parce que c'était pas la Golden Age en 60, 70, c'était la Bronze Age des comics. Stéphane, si tu peux me reprendre. Sébastien qui me dit bref, une petite lecture légère. Ouais, c'est pas très léger, effectivement. Mais je crois que la Golden Age, c'est plus dans les années 60. La Bronze Age, je crois, c'est dans les années. Ou l'âge d'argent. Je sais pas, en tout cas, bref, à cette époque-là, c'était l'époque où on explorait tout dans les années 60, 70, dans les comics américains. Alors, c'est normal d'avoir vu Superman tirer des planètes avec des chaînes. C'est normal. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ça passerait plus. Mais aujourd'hui, Sylvain Soffer te dirait c'est le pouvoir cosmique. Parce que maintenant, tout se règle avec le pouvoir cosmique. Alors, quand quelqu'un respire dans l'espace, c'est le pouvoir cosmique. Quand quelqu'un parle dans l'espace,
c'est un pouvoir cosmique. Quand quelqu'un vole dans l'espace, bref, c'est le pouvoir cosmique. Arrêtez de poser des questions, c'est le pouvoir cosmique. Sébastien April qui dit qu'il en fumait du bon. Je peux te confirmer qu'Alexandro Jodorowsky. Golden, merci Sébastien. Golden, la période qui va de 38 à 54, donc c'était pas la Golden à cette époque-là, dans les années 60 à 70, c'était la Silver Age, la Silver, je crois. C'est quand même assez complexe, là, les âges des comics. Là. Ta gueule, c'est magique, oui, Eric Beaucoin qui nous dit ta gueule, c'est magique, effectivement. Dans la nouvelle série, y a-t-il des robots? Et ces insultes que seul Jodo aime? Non, il n'y a pas de robots dans la nouvelle série du Métabaron, malheureusement. Il y a des personnages vivants, mais il n'y a pas de robotique. Il n'y a pas de personnage principal robotique comme il y avait à l'époque avec Toto. Et rappelle-moi son autre nom, j'ai un blanc de mémoire. Toto et mon Dieu. Et ça va pas bien. Hein? Lothar. Toto et Lothar. Lothar qui était en fait l'arrière-grand-père de son nom, qui était Tête d'Acier, qui avait été que sa mémoire avait été effacée pour être mis dans un robot genre serviteur pour que il arrête de faire du mal, parce que Tête d'Acier il ne pouvait pas être vaincu. Donc, des vivants qui font des insultes genre homéopute, oui, il y a des vivants qui font des insultes genre homéopute. Il y en a un paquet. Écoute, dans le premier tome, Vincent, je vais nommer son nom parce qu'il faut vraiment quand même le nommer. Là. Je me souviens pas comment il s'appelle. Là. Le petit homme vert, là. Comment il s'appelle, là. J'ai pas son nom, en tout cas, là. Ce personnage-là, qui est comme le bras droit de Wilmed, invente une machine qui décapite les gens. Alors, qui ampute les gens. Alors, sur une machine, tu rentres dans la machine, tu te fais couper, pouf, les jambes, pouf, les bras. Puis après ça, ben là, tu peux survivre. Il y a une façon de survivre, c'est que tu sors sur un genre de coussin gonflant, un genre de route gonflant qui bouge tout seul, un tapis roulant qui va t'amener d'une autre place. Et si tu survis, la façon de survivre, c'est qu'il faut que tu rampes vers la sortie. Alors, si tu réussis à ramper vers la sortie, ben tu survis. Mais je te rappelle que tu n'as plus de bras et tu n'as plus de jambes. Alors, essaie de ramper avec plus de bras et de jambes. Alors, ils appellent ça, c'est la maison de la torture, c'est les chambres à torture, les chambres à amputation. Alors, quand le Wilmette débarque sur une planète, puis ben tous les gens qui sont survécus, ben ils font pas de prisonniers. Alors, ils les mettent dans ces chambres-là, puis ils regardent ça, puis ils trippent en violant des femmes, puis en tuant des enfants, puis en tuant du monde. Puis non, c'est vraiment... oui, alors oui, il y a vraiment encore des genres d'insultes. C'est sympathique. Non, c'est pas très sympathique, mais comme je le disais, là, c'est un peu à la façon de Patrick Sénégal. C'est de prendre ce qu'il y a de pire dans l'humanité, puis de la mettre tellement gros, tellement caricatural, qu'à un moment donné, ça dépasse notre point de vue, puis on se dit, mais voyons, ça se peut pas, là. C'est tellement... Il est gossant, Jodo, avec ça, sérieux. Il y a des adultes qui ont passé le niveau pipi-caca. Jodo est assez fan d'amputation. Ouais, c'est vrai, mais là, on parle des nouveaux personnages. Mais c'est vrai que dans le Métabaron, il y avait quand même cet aspect-là dans l'initiation des Métabarons qui était la mutilation. Là. Alors, chaque père devait entraîner son fils pour l'initier, lui mettre, le rendre résistant à la douleur. Ensuite de ça, il lui mutilait une partie du corps. Alors, ça pouvait être un bras, ça pouvait être une jambe. Le sans-nom, ça a été l'oreille et une partie du lobe. Ensuite de ça, lui greffait des prothèses. Puis, ça se terminait toujours avec le duel contre son père. Alors, si le fils tuait le père, ça prouvait qu'il était meilleur que le Métabaron actuel et il devenait le nouveau Métabaron. Alors, c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer un être absolument parfait qui est invaincu et qui sera toujours invaincu, qui est sans-nom. Alors, moi, sans-nom, c'est mon Métabaron préféré, qui est le dernier de tous. Alors, c'est vrai que Jodo... il jouait beaucoup avec le petit côté torture, le petit côté amputation, le petit côté... il était... même à un moment donné, on se demande si il était sain d'esprit. Il a pris beaucoup de drogue dans sa jeunesse, il a fait beaucoup de trucs. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est troublé intérieurement, mais que c'est un artiste. Alors, je veux dire, des fois, les artistes, ben,
on leur donne un peu le bénéfice du doute, puis on leur permet de faire n'importe quoi. Alors, je pense que Jodorowsky a pris comme cette carte blanche-là que certaines personnes lui ont donnée, puis il l'a exploité, puis il a tellement été aimé, tellement été adulé que maintenant, il peut... bye Pepperman à ce soir. Oui, salut Eric à ce soir. Il a comme été... il a comme pris ça pour un mandat de faire ce qu'il voulait, puis il n'y a jamais personne qui a dit qu'il ne pouvait pas faire ça, fait qu'il lui fait n'importe quoi. Fait que c'est vrai que ça peut paraître gossant quelquefois, mais les homéopathes honnêtes, là, dans les cales, là, où ce que tu choisis les formes de tes gens, là, que ce soit garçon ou fille, là, tu peux faire ce que tu veux, là, lui mettre trois jambes. Il a fait beaucoup pour la science-fiction, oui. Rien qu'avec son projet de Dune, là. Écoute, rien qu'avec ça, là, il a créé un monde complètement extraordinaire qui a inspiré énormément de gens à l'intérieur de ça. Alors, le fameux book là, de Dune là, qui pèse une tonne, là, je pense qu'il y en a 6 exemplaires dans le monde. Là. Alors, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui est capable de trouver ça, là, moi j'aimerais ça mettre la main là-dessus. Dune qui a été travaillé avec Moebius au niveau des storyboards. Alors, les deux ont fait énormément pour la science-fiction. Alors, quand je vous dis que c'est 2 grands pour la science-fiction, c'est vraiment 2 grands. Oui, le documentaire sur Dune est excellent. C'est vrai, si vous voulez vraiment comprendre un peu plus l'univers éclaté de Jodorowsky, comment lui fonctionnait dans sa tête pour faire ses films et tout ça, allez voir le documentaire de Dune. Un documentaire percutant sur vraiment la genèse du film qui ne s'est pas fait, mais qui a inspiré un paquet d'autres films, par contre. Oh, hey, on a la chance d'avoir M. Valentin Séchère. Bonjour, merci pour ton émission. Hey, merci à M. Séchère, je suis vraiment content que vous soyez là. Je parlais de la nouvelle série des Métabarons, et puis je disais à quel point votre dessin est extraordinaire, vraiment un dessin qui était sublime. Je veux dire, écoute, j'ai le frisson de savoir que vous m'écoutez. Je vous lève mon chapeau parce que c'était pas facile de prendre un personnage iconique comme le Métabaron, puis de le refaire. Il faut vraiment avoir du courage parce que le dessin de Jiménez est extraordinaire, le scénario de Jodorowsky aussi. Puis vous avez relevé ce défi-là de façon sublime. C'est pas facile ce que vous avez fait, alors moi je suis vraiment très impressionné. Et à votre collègue Nico également. Alors merci beaucoup Valentin de nous avoir donné. Je me permets. Alors ça a été vraiment très très apprécié. Et les humanoïdes associés, ben, je pense honnêtement que pour un amateur de science-fiction comme moi, c'est la maison d'édition par excellence. Alors, si vous aimez la science-fiction, bien, les humanoïdes associés ont toujours été là pour supporter les idées les plus folles et les plus farfelues, quelquefois. Mais ça fait des merveilleuses BD, comme on a vu là, comme la case des Métabarons et comme la nouvelle série des Métabarons. Alors, sur ce, je vais vous dire que cette série-là est disponible à la bibliothèque François Hertel du Cégep de la Pocatière, où ce que je travaille. Vous pouvez l'emprunter n'importe quand. Elle est également disponible dans n'importe quelle bibliothèque, je l'espère, proche de chez vous. Sinon, vous en parlez à votre bibliothécaire et ou votre technicien de documentation, vous la faites acheter le plus rapidement possible. Et elle sera disponible également dans toutes les bonnes librairies. Et le tome 4, malheureusement, qui n'est pas encore au Québec, qui va arriver normalement le mois de mars. Je crois que j'ai vu la date de sortie le 22 mars. Alors, nous, on l'attend avec impatience, le tome 4. Et le tome 5 et le tome 6 devraient sortir en 2017 ou 2018, donc j'espère 2017. Alors, une superbe série, un personnage culte. Et là, je vais arrêter parce que ça fait 45 minutes. Alors, je ne veux pas tout prendre votre temps. Alors, à lire, à lire, à lire. Alors, c'est une sublime série. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis au revoir, découvrons l'univers BD complètement fou du Pepperman, avec moi-même, le Pepperman. Alors, si vous avez d'autres suggestions de séries BD, vous m'envoyez un message par Facebook, n'importe quand, je réponds tout le temps, quand je peux. Alors, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine!